Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de probabilité en définissant la notion d'indépendance d'événements. Alors, nous nous placerons dans notre cadre habituel, c'est-à-dire que oméga p est un espace probabilisé fini. Commençons par donner la définition pour deux événements. Donc, définition fondamentale à bien connaître. Donc, si je prends A et B, deux événements, comme je suis dans un espace probabilisé fini, je vais juste écrire que ce sont des parties de oméga. Et je dirais que A et B sont indépendants si la probabilité de l'intersection de A et de B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on peut en donner une interprétation. Si par exemple la probabilité de B est strictement positive, eh bien on a A et B qui sont indépendants. Ceci équivaut à la probabilité de A est égale à la probabilité du quotient de, donc, pardon, le quotient des probabilités de l'intersection de A et de B sur la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité sachant B de A. C'est-à-dire que A et B sont indépendants si savoir que B est survenu ne modifie pas la probabilité de réalisation de A d'un certain point de vue. Donc c'est une hypothèse, on va dire c'est une traduction, une interprétation assez intuitive de la notion d'indépendance. Un exercice que vous pouvez faire, et on en discutera en classe éventuellement, c'est pour un événement A, qu'est-ce que ça veut dire que A est indépendant de lui-même? Donc donner une condition nécessaire suffisante sur un événement A pour que A soit indépendant de lui-même. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Alors, la notion d'indépendance, c'est quelque chose qui arrivera souvent par hypothèse de modélisation. Par exemple, je lance 2 dés successivement. Je peux supposer que les événements construits sur le premier lancer sont indépendants des événements construits sur le deuxième lancer par modélisation. Je tire 2 boules dans une urne avec remise, je peux supposer que les événements construits sur le premier tirage sont indépendants des événements construits sur le deuxième tirage. Pareil pour des tirages de cartes dans un jeu de cartes, etc. Donc les hypothèses d'indépendance viendront souvent par modélisation. Une remarque, les hypothèses, enfin, les résultats de non-indépendance ne seront jamais donnés par modélisation. Ce sera toujours à vous de les établir. Donc on peut faire un petit exercice très simple, très intuitif, mais à savoir faire. Donc on a une urne avec 10 boules blanches euh, et 10 boules noires. Et on fait 2 tirages successifs, sans remise. On va noter A, l'événement, la première boule tirée est blanche, et B, l'événement, la deuxième boule tirée est blanche. Et la question c'est, est-il raisonnable ou pas de supposer que A et B sont indépendants? Je vous laisse y réfléchir un tout petit peu, puis donner une réponse argumentée, et je vous donne la solution juste après. Donc, je vous propose la modélisation suivante. La probabilité de A vaut 1,5, donc on a 10 boules blanches dans une urne qui contient 20 boules. La probabilité, sachant A de B,
Donc, si on a tiré une première boule blanche, il reste dans le lot 19 boules, dont 9 blanches, donc 9 sur 19. Et la probabilité, sachant le contraire de A, de B, donc si on a tiré d'abord une boule noire, il nous reste 19 boules, dont 10 blanches, donc 10 sur 19. On va utiliser la formule des probabilités totales sur le système complet d'événements A contraire de A pour calculer la probabilité de B. Donc c'est égal à, alors on peut s'en douter bien sûr, hein, on pourrait donner des arguments informels pour donner la probabilité de B, mais ce n'est pas forcément acceptable. Donc probabilité de A fois probabilité sachant A de B plus probabilité du contraire de A fois probabilité sachant contraire de A de B. Donc 1 demi fois 9 sur 19 plus 1 demi fois 10 sur 19, ce qui fait 19 sur 38, donc c'est égal à 1 demi. Et donc ça c'est bien entendu assez intuitif, hein, et la probabilité de l'intersection de A et de B par la formule des probabilités composées. On a donc la probabilité de A fois la probabilité sachant A de B, donc c'est égal à 1 demi fois 9 sur 19, donc c'est égal à 9 sur 38. Et ça, c'est différent de la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc conclusion, ici, avec notre modélisation, A et B ne sont pas indépendants. Tout simplement. Donc petit exercice simple à maîtriser. Alors, maintenant, nous allons généraliser cette notion d'indépendance d'événements à une famille finie d'événements. Donc, deuxième définition importante, alors plus compliquée que la définition d'indépendance de deux événements. Donc, je dis que une famille d'événements, ou on va plutôt dire pas une famille d'événements, on va dire des événements, pour faire plus simple, des événements A1, AN sont mutuellement indépendants si, pour toute sélection d'indices I, donc l'indice entier entre 1 et n, la probabilité de l'intersection pour I dans grand I des AI est égale au produit pour I dans grand I de la probabilité des AI. Donc, par rapport à la notion d'indépendance de deux événements, on a une similarité, c'est la probabilité d'intersection est égale à un produit de probabilité. Mais on a une grosse différence, c'est qu'on a une quantification, c'est pour toute sélection d'indices I entre 1 et n. Et on va voir pourquoi est-ce que ceci est nécessaire. Alors on peut faire quelques remarques. Tout d'abord, l'ordre des événements n'a bien sûr aucune importance, hein, vu la définition ici. Une remarque un peu plus pertinente, c'est que si les événements A1, AN sont mutuellement indépendants, et si J est une partie du segment entier 1n, alors la famille des AJ pour J dans le grand J, c'est une famille
d'événements mutuellement indépendants. C'est-à-dire que on peut enlever à une famille d'événements mutuellement indépendants des événements, et la famille que l'on obtient est toujours une famille d'événements mutuellement indépendants. Ça, c'est d'un certain point de vue quand même assez naturel. Ce qui veut dire que notamment des événements mutuellement indépendants le sont 2 à 2. Alors, pour voir ça, il suffit de prendre comme partie grand I une paire. Si on prend pour partie grand I une paire IJ, petit j, eh bien on a que la probabilité de AI intersecté avec AJ égale probabilité de AI fois probabilité de AJ. Alors bien sûr, la réciproque est fausse. Donc, on va regarder l'exemple suivant. Donc, on lance un dé à 4 faces. Et on note grand X le résultat. On lance, pardon, 2 dés à 4 faces. Hein. Excusez-moi, hop, on lance 2 dés à 4 faces. On a grand X et Y les résultats. Je vous laisse regarder les événements suivants. Grand A, l'événement X est pair. Grand B, l'événement Y est pair. Et grand C, l'événement X plus Y est pair. Alors, naturellement, A, B, C ne sont pas mutuellement indépendants. Parce que si vous savez que X et Y sont pairs, vous savez que C est pair. Donc je vous laisse modéliser ça, écrire ça. Alors vous avez aussi le droit de choisir un univers, on va dire, ad hoc hein, pour ce petit exemple. Et puis de voir avec une modélisation simple que ABC ne sont pas mutuellement indépendants. Pourtant, ABC sont indépendants 2 à 2. Donc, bien sûr que A et B sont indépendants. Et si vous savez que A est réalisé, si vous savez que X est pair, ben, ça ne vous dit rien sur la parité de X plus Y, en fait, d'un point de vue, on va dire, très intuitif. Donc, je vous laisse détailler cet exemple si vous en avez envie. En tout cas, c'est quelque chose d'important. L'indépendance mutuelle, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que l'indépendance de Z. Pour revenir à cette définition, il faut bien aussi voir qu'il est fondamental, pour vérifier la définition, de travailler sur toutes les parties du segment d'entier 1F. Donc je vous donne un deuxième exemple. Là, on lance un dé à 8 faces. Et je note grand X le résultat. Je lance un dé, je regarde le numéro. Et je vais regarder les événements A qui est égal à l'événement, je tire les résultats 1, 2, 3 ou 4. B, eh ben c'est A. Et C, je vais regarder l'événement, je tire 1, 5, 6 ou 7. Je vous laisse modéliser ça. Ce que l'on peut voir, c'est que A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants. Très naturellement, hein, vu que A est égal à B, si vous savez que A est réalisé, alors B est réalisé aussi.
Alors pourquoi est-ce que A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants? Car A et B ne sont pas indépendants. Je vous laisse voir pourquoi. On en discutera éventuellement en classe. Et là, si vous modélisez ça, vous obtenez que la probabilité de A est égale à la probabilité de B est égale à la probabilité de C est égale à 1,5. Et l'intersection de A, de B et de C, c'est l'événement grand X égale 1. Donc la probabilité de l'intersection de A, B et C, c'est 1/8. C'est bien probabilité de A fois probabilité de B fois probabilité de C. Donc il y a bien nécessité de vérifier dans la définition cette quantification. Alors, fort heureusement pour vous, cette indépendance mutuelle viendra quasiment tout le temps d'une hypothèse de modélisation. Par exemple, je lance n fois des dés. Bah, si je construis un événement sur chaque lancé, eh bien les n événements que je construis ainsi seront mutuellement indépendants. Vous avez au programme un outil pour montrer que des événements sont mutuellement indépendants. C'est l'outil suivant. Donc, proposition. On considère des événements mutuellement indépendants. Donc, si je prends A1, AN, des événements mutuellement indépendants. Et ce que l'on va voir, c'est que l'on peut changer chaque AI en son contraire sans perdre l'indépendance mutuelle des événements. Donc, si je prends I entre 1 et N, eh bien, je vais prendre BI qui est soit AI, soit le contraire de AI. Eh bien, la famille des B1, BN sont mutuellement indépendants. Donc les événements B1, BN sont mutuellement indépendants. Ce qui vous servira parfois pour construire des familles d'événements mutuellement indépendants. Alors, ici, donc on va démontrer ceci. Ce que l'on peut voir, c'est donc à chaque fois, on peut changer un des AI en son contraire. Et par récurrence, sur le nombre d'événements que l'on change en leur contraire, donc par récurrence sur le nombre d'événements que l'on change en son contraire, il suffit de savoir changer un événement en son contraire. Donc on peut supposer que B1 égale à 1 jusqu'à Bn-1 égale A1 indice N-1 et Bn égale le contraire de LCM. Parce que si on sait en changer un en son contraire, on sait en changer ensuite par récurrence un deuxième, puis un troisième. Donc on sait en changer n'importe quel nombre en leur contraire. Et comme l'indépendance mutuelle ne dépend pas de l'ordre des éléments choisis, on peut toujours supposer que c'est le terme. Et donc on va montrer que la famille des BRBN sont mutuellement indépendants. Donc maintenant, je vais prendre I inclus dans le segment d'entier 1n. Donc de deux choses l'une. Si premièrement n n'est pas dans la sélection d'indices grand I, eh bien la famille des BI pour I dans grand I, c'est la famille des AI pour I dans grand I. Donc la probabilité de l'intersection des BI, c'est la probabilité de l'intersection des AI.
C'est donc le produit pour I dans grand I des probabilités DAI. C'est donc le produit pour I dans grand I des probabilités DBI. Et là, pour passer de là à là, on a l'indépendance DI. La seule chose à démontrer, c'est le cas où N est dans grand I. Et je vais considérer grand J, que je vais... Donc, grand J, ce sont les autres indices, donc c'est I privé de N. Et donc, on va calculer la probabilité de l'intersection pour I dans grand I DBI. Donc ça, c'est la probabilité de Bn intersectée avec l'intersection pour I dans grand J DBI. Sauf que Bn, c'est le contraire de An, et là, les BI, c'est AI. Donc, on obtient que la probabilité de contraire de N intersectée avec l'intersection pour I dans grand J des AI. Et donc ça, c'est la probabilité de l'intersection pour I dans grand I des AI privée de N. Mais on peut aussi écrire ça comme la probabilité de l'intersection pour I dans grand I des AI privée de AN intersectée avec cette intersection-là. Intersection pour I dans grand I DI. Et ce qui est intéressant quand on fait cela, c'est que l'on a inclusion du membre de droite dans le membre de gauche, donc on peut utiliser notre formule sur les probabilités. Donc on obtient la probabilité, et là, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur, hein. Ici, c'est pas du grand I à chaque fois, c'est du grand J, bien sûr. Donc probabilité de l'intersection pour I dans grand J des AI moins la probabilité de l'intersection, donc du contraire de AN, ah non, pardon, c'est bien AN ici, de AN intersecté avec l'intersection pour I dans grand J de AI. Et ceci, c'est l'intersection pour I dans grand I de AI. Donc on obtient que la probabilité de l'intersection pour I dans grand I DBI est égale à la probabilité de l'intersection pour I dans grand J DAI moins la probabilité de l'intersection pour I dans grand I DAI. Et donc, par indépendance mutuelle, DAI, on obtient que c'est le produit pour I dans grand J des probabilités DAI moins le produit pour I dans grand I de la probabilité DAI. Donc là, dans le dernier, on va sortir l'indice petit i égale n. Donc ça fait le produit pour I dans grand J de la probabilité DAI moins la probabilité de AN fois le produit pour I dans grand J de la probabilité de AI. Donc on peut factoriser, donc ça fait 1 moins probabilité de AN fois le produit pour I dans grand J de la probabilité de AI. Et donc on a à droite la probabilité de BI et à gauche la probabilité du contraire de AN qui est bien la probabilité de BN. Donc on obtient bien le produit pour I dans grand I de la probabilité DBI. Donc voilà pour cette démonstration, on va dire un peu technique. On peut voir que c'est juste un petit calcul. Et voilà sur ce qu'il y a à savoir sur la notion d'indépendance mutuelle de plusieurs événements. Encore une fois, la plupart du temps, cette indépendance, cette hypothèse d'indépendance viendra par modélisation. Et voilà pour cette vidéo.